Depuis son introduction en Alsace à la fin des années 1700, le houblon est une culture qui restera pendant bien des années encore, une plante tout aussi mystérieuse qu'impressionnante. Sa capacité en l'espace de quelques mois à développer une telle masse végétale fascinera toujours les gens qui la cultivent. Il a pris une place importante dans l'agriculture alsacienne à partir des années 1800, quand un brasseur d'Haguenau a construit la toute première houblonnière, à titre expérimental, pour subvenir à ses besoins. Ces boutures, importées de Bohême, ont été la souche de départ de l'essor de cette nouvelle plante, venue améliorer les revenus de ceux qui la cultivaient. Conduite d'abord sur des perches individuelles, il a ensuite été cultivé sur des échafaudages dont le système a été importé de la région de Saaz, dans l'actuelle République tchèque aux alentours des années 1930. Le houblon a été témoin de nombreuses évolutions techniques à partir de la fin des années 1950. En 1957, les premières machines à cueillir ont été introduites dans la région, suivies par la première tailleuse en 1963. Cette mécanisation a forcé la révision complète du système de tutorage et de toutes les interventions culturales. Aujourd'hui, la grande majorité de ces interventions sont mécanisées. Les fermes produisant cet or vert sont de plus en plus spécialisées, ayant des surfaces en constante augmentation. L'Alsace compte à l'heure actuelle 35 planteurs de houblon, réunis en une coopérative, cultivant une surface totale d'un peu moins de 500 hectares. Le houblon. Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu ce mot, et qui l'associent sans hésitation à la bière. Pourtant, ceux qui savent à quoi il ressemble et comment il pousse sont bien plus rares. Il s'agit donc d'une plante grimpante dioïque, de la famille des Cannabinacées, dont les individus femelles sont cultivés pour leurs cônes, qui contiennent cette fameuse poudre jaune appelée la lupuline. C'est elle qui contient tous les principes amérisants et aromatiques qui donnent son caractère à la bière. C'est une plante pérenne qui en culture peut rester près de 25 ans en place. L'obtention de ces précieux cônes nécessite de nombreuses heures de travail acharné, dans des conditions pas toujours plaisantes. Ce cycle cultural demande la plus grande des rigueurs et des attentions pour permettre au houblon d'exprimer le meilleur de lui-même. Une année dans une houblonnière est pleine de surprises et d'imprévus. C'est toute une histoire. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Nous sommes au début du mois de mars. C'est la fin de l'hiver dans les houblonnières. Les jours se rallongent et le houblon sort lentement de sa dormance. Les premières pousses apparaissent à la lumière. C'est le début d'une nouvelle saison qui s'annonce. Mais ces premières pousses ne donneront pas naissance à des lianes. Pour permettre une meilleure vigueur de croissance,
mais aussi de maintenir les souches dans le sol, il est nécessaire de les tailler tous les ans. Cette toute première étape est réalisée mécaniquement à l'aide d'une tailleuse. Composée de 2 disques plats se chevauchant et bien aiguisés, elle est placée sur le rang de plantation au niveau du sol. La rotation des disques coupe le bois mort des lianes de la saison précédente et ramène ainsi la souche au niveau du sol. Au passage, le reste de la butte est lui aussi égalisé dans les interrangs, remettant ainsi toute la houblonnière au même niveau. La tailleuse est équipée d'un système d'affûtage des disques de taille, afin que ces derniers puissent être affûtés dès que nécessaire, car la taille doit être nette, la souche ne doit pas être déchiquetée. Cette intervention permet aussi de limiter l'étalement de la souche sur le rang, et donc de bien maintenir les plants à leur emplacement d'origine. Comme expliqué précédemment, le houblon est une plante grimpante, ce qui signifie donc qu'il lui faut un support pour pouvoir se développer. Dans la majorité des houblonnières de la région, ce support est un fil de fer, de diamètre et de longueur variable selon le développement de la variété. Ici, l'on utilise des ficelles tressées en fibre de noix de coco, un produit biodégradable qui facilite les opérations de nettoyage du matériel de récolte, mais qui est plus onéreux et compliqué à mettre en place. Du haut de la nacelle, 3 personnes prennent une à une les ficelles et les nouent sur les câbles de la houblonnière. Le nœud de tête d'alouette est un nœud à double boucle se serrant autour du câble dès que le fil est mis sous tension. L'avancement du tracteur sort les fils de leur paquet, les laissant suspendus et traînant au sol. Là, d'autres personnels sont chargés de récupérer leurs extrémités inférieures et de les planter à côté de chaque souche de houblon, à l'aide d'un pic. On compte environ 2700 plants par hectare, c'est autant de fils qu'il faudra accrocher. Avec un équipement de ce type, il est possible de monter jusqu'à 2 hectares de fil tuteur par jour. Selon la variété, une inclinaison est donnée au fil, permettant d'augmenter la longueur des lianes. Cette pente ainsi que la hauteur de l'échafaudage de 8 mètres font la particularité des houblonnières alsaciennes. À peine le chantier de pose des fils achevé que déjà, de nouvelles pousses pointent le bout de leur nez. Nous sommes aux alentours du 15 avril, et tous ces nouveaux rejets sortent de terre aléatoirement sur la ligne de plantation. Pour faciliter l'enroulage de ces derniers autour du fil tuteur, un ébroussage doit être réalisé. Il a pour but d'éliminer toutes les pousses et adventices sortant entre les fils, ne laissant qu'une petite touffe de pousses autour de chaque fil, dont la croissance est favorisée par la destruction des autres, la sève se redirigeant dans ces dernières. C'est une intervention très longue et lassante. Le mouvement de l'ébrousseuse est piloté manuellement par le chauffeur. Cela nécessite une grande concentration pour ne pas arracher les fils tuteurs. Un chauffeur peut traiter une surface d'environ 1,5 hectare en une journée. Néanmoins, cette opération est très importante pour permettre de gagner un temps précieux lors de l'étape suivante, mais aussi pour une bonne longévité de la plantation. L'ébroussage permet aussi de détruire les rhizomes superficiels, limitant ainsi l'étalement de la souche et donc son épuisement. Les pousses sélectionnées lors de l'ébroussage continuent leur croissance. Selon les années, 1 à 2 semaines plus tard, elles atteignent une trentaine de centimètres et la mise au fil peut alors commencer. Lors de cette opération entièrement manuelle, 3 ou 4 des pousses les plus vigoureuses sont enroulées dans le sens des aiguilles d'une montre autour du fil. Le nombre de pousses est choisi en fonction de la variété. Tous les rejets en trop sont arrachés à la main.
Cette opération nécessite le renfort en personnel par des travailleurs occasionnels. Pour une structure de 30 hectares de houblon comme ici, il faut compter une trentaine de travailleurs, soit une personne pour un hectare. La mise au fil s'effectue en plusieurs passages. Le premier et le plus important, c'est lui qui va permettre de sélectionner les pousses et de leur montrer le chemin autour du fil. Les passages suivants permettent de compléter les plans pour lesquels il aurait manqué des pousses et de remettre sur le fil celles qui s'en seraient décrochées sous l'effet du vent. D'ailleurs, certaines années particulièrement venteuses nécessitent de repasser avec la nacelle pour raccrocher les têtes des lianes qui se décrochent du fil. Avec la ficelle en noix de coco, le houblon tient mieux au fil qu'avec du fil de fer. Nous sommes à la fin du mois de mai et le houblon est pleinement lancé dans sa grande ascension. Mais de nouvelles repousses continuent de surgir de terre. Pour les éliminer, une seule solution, il faut les étouffer en les recouvrant de terre. C'est dans cet objectif que dès lors que les lianes atteignent environ 2 mètres de haut, un premier butage est réalisé. Afin d'avoir de la terre meuble pour effectuer cette intervention, il faudra avoir travaillé le sol au préalable, plus tôt dans la saison, avant ou pendant la mise au fil, et veiller à ce que la structure soit fine, afin que les lianes ne soient pas cassées par de grosses mottes. Le premier butage est réalisé à l'aide d'un cultivateur équipé de 2 disques jetant la terre sur le rang. L'idée du butage est de maintenir le rang le plus propre possible le plus longtemps possible. C'est pour cela qu'il est réalisé en 2 ou 3 passages, rajoutant à chaque fois une couche de terre étouffant les nouvelles repousses. Les deuxième et troisième passages sont réalisés avec une buteuse à disque disposée en forme de V. Mais ce butage n'a pas seulement un rôle d'étouffeur d'adventice, il permet aussi d'augmenter la croissance de la plante en améliorant sa nutrition. Les jeunes repousses, une fois recouvertes de terre, développent de fines racines dans la butte. On parle de racines estivales, qui sont un système racinaire annuel, vu que la butte est défaite tous les ans. L'importance de ces racines réside dans le fait qu'elles profitent de la terre la plus riche en éléments nutritifs. Les apports d'engrais ou compost peuvent se faire avant le butage en dirigé sur le rang, pour que la plante en profite pleinement. Cette butte permet aussi de maintenir un certain niveau d'humidité au pied de la liane, qui est d'une grande importance, particulièrement lors des années sèches. Aux environs de mi-juin, le butage devient inutile car la taille de la butte est maximale et un nouveau passage de buteuse serait inutile. La destruction des repousses et adventices sur le rang se fait donc thermiquement. Une défaneuse thermique, dont le développement et la construction est entièrement faite par une entreprise locale, est employée. Équipée de 2 bras avec des brûleurs, elle permet de brûler sur le rang effectuant au passage un travail d'effeuillage du bas des lianes. 2 palpeurs détectent en continu la position du rang permettant aux bras de se positionner au plus près. Sur chaque bras, 3 brûleurs sont installés, le plus bas pour défaner la butte et les 2 autres pour le bas des lianes. Ils sont alimentés par une bonbonne de gaz posée sur la machine. Cette bonbonne est remplaçable lorsqu'elle est vide. Avec 4 brûleurs allumés, une bonbonne pleine permet de traiter une surface de 4 hectares à une pression gaz de 3 bars et une vitesse de travail de 3,5 km/h. Pour maintenir les lianes et les rangs propres jusqu'à la récolte, il faut en moyenne faire 2 passages. Le premier à la fin juin et le second courant août, afin que les lianes soient bien propres pour faciliter leur arrachage lors de la récolte. Le défanage thermique a un effet positif dans la lutte contre l'araignée rouge, un ravageur de type acarien qui s'introduit dans la plante depuis le sol. En brûlant la butte et le bas des lianes, le ravageur est lui aussi carbonisé. Il est aussi possible de réaliser cette opération chimiquement, avec des produits pénétrants chimiques, ou encore manuellement. Le défanage thermique, bien qu'ayant de nombreux avantages, n'est pas sans risque. Lors des années sèches, le risque d'enflammer les tournières et parcelles voisines est très important.
Des essais ont aussi déjà été faits en laissant pâturer des moutons dans les parcelles. Le résultat est impressionnant, en rajoutant une petite fertilisation au passage. Le principal frein à cette technique est le besoin d'un grand nombre de moutons sur une courte période et l'utilisation du cuivre pour lutter contre les maladies fongiques, qui n'est pas toléré par les moutons. L'irrigation n'est pas considérée comme indispensable pour la culture du houblon. Elle peut cependant être d'une grande aide lors des étés chauds et très secs. Différents systèmes existent aujourd'hui pour apporter cette précieuse eau. Le plus économe en eau et pratique d'utilisation est sans doute le goutte-à-goutte aérien, où les tuyaux avec goutteurs sont suspendus au-dessus des rangées de houblon. Ainsi, l'eau tombe directement sur la butte sans mouiller le feuillage. Au courant de tout le cycle cultural, il est important de travailler régulièrement le sol pour le butage, mais aussi pour maintenir l'interrang propre et ainsi limiter le développement des adventices. À partir de la fin de juillet, le travail du sol n'est plus spécialement une obligation. Le semis d'un couvert permet d'anticiper l'hiver lorsque le houblon sera récolté, permettant que le sol ne se retrouve pas nu. Il est préférable de semer un mélange d'espèces alliant espèces gélives, résistantes au gel et des espèces à développement rapide de type moutarde. Le but étant de couvrir le sol rapidement puis de détruire les espèces de grande taille par broyage, laissant les espèces plus petites type trèfle prendre la suite. Au printemps de l'année suivante, ce couvert est entièrement détruit et enfoui, restituant ainsi les éléments au sol. Les bienfaits des couverts végétaux sont innombrables. Outre le fait de piéger des éléments minéraux comme l'azote par exemple, pour limiter leur lixiviation, ils ont aussi un rôle de structuration du sol. Les systèmes racinaires de différents types de chaque espèce ont des rôles bien particuliers. Les racines pivots vont fissurer le sol en profondeur tandis que les racines fasciculées vont affiner la structure. Certaines espèces, comme par exemple la moutarde ou la facélie, peuvent aussi être des plantes mellifères, attirant les insectes pollinisateurs. Les auxiliaires de culture trouveront aussi refuge dans cette végétation pour se nourrir et passer l'hiver. Comme toutes les plantes cultivées, le houblon est lui aussi victime de plusieurs maladies et agresseurs. Les plus problématiques d'entre eux sont le mildiou et l'oïdium. Le mildiou peut surgir dès l'apparition des premières pousses au printemps. Celles qui sont contaminées sont de couleur plutôt jaunâtre avec des entrenœuds très serrés. On dit d'elles qu'elles sont spiciformes. Il s'agit là de la contamination primaire qui se fait par l'intérieur de la plante, le mycélium passant de la souche aux parties aériennes de la plante. Sous les feuilles de ces pousses contaminées se développe ensuite un feutrage grisâtre libérant des spores qui peuvent contaminer des plantes saines, en général par les feuilles. Des taches apparaissent alors sur ces dernières. C'est la contamination secondaire, pouvant, si elle n'est pas stoppée ou empêchée, descendre dans la souche et ressurgir l'année suivante sous forme de contamination primaire. Pour combattre cette maladie fongique, il existe plusieurs produits de traitement, à base de phosphétyle d'aluminium notamment, qui font dessécher les pousses spiciformes. À noter qu'à ce jour, aucune solution n'a été trouvée permettant de guérir les pousses malades pour qu'elles puissent continuer leur croissance. Si le mildiou est trop présent et qu'il en est encore possible, il peut arriver que la mise au fil doive être entièrement refaite, en remplaçant les pousses atteintes par des pousses saines. L'autre principale maladie problématique est l'oïdium. Celui-ci apparaît en général pendant ou après la floraison, période où les lianes sont denses et créent donc de l'ombre dans la parcelle. En général, ce sont les variétés les plus denses et avec un feuillage sombre qui sont le plus touchées, le champignon préférant les endroits sombres et humides. La présence d'oïdium sur les cônes est un désastre puisqu'elle leur laisse une horrible odeur de champignons, de moisissure. Ils deviennent donc inutilisables pour le brassage. Néanmoins, s'il est pris au moment clé et assez tôt, il est plus facile à combattre que le mildiou, avec du soufre principalement. Il existe aussi d'autres ravageurs qui sont cependant moins problématiques. Parmi eux, on retrouve les pucerons, les araignées rouges, les charançons, les altises.
Pour contrer ces attaques, dès lors que la souche est taillée, des traitements sont réalisés à intervalles de 10 à 15 jours selon les conditions climatiques qui ont une forte influence sur la pression de ces bioagresseurs. Une dizaine de traitements sont réalisés entre mars et mi-août. Des pulvérisateurs atomiseurs crachent de micro-gouttelettes de bouillie et propulsent le tout à plus de 8 mètres de haut grâce à une puissante soufflerie. Lorsque le houblon est à son développement maximal, le volume de bouillie à pulvériser à l'hectare est compris entre 1500 et 2000 litres. Valeur qui évolue bien sûr en fonction de la croissance de la plante. De mi-avril à début juillet, le houblon gravit les 8 mètres de haut sans problème. Lorsque les conditions sont très favorables, il peut grimper de 20 à 30 cm en une seule journée. À partir de la mi-juillet, les premières fleurs apparaissent. Ce sont elles qui, sans être fécondées pour éviter les graines, donneront naissance aux fameux cônes de houblon. Vous l'aurez déjà compris un peu plus tôt, le vent est un grand ennemi du houblon. Dès la mise au fil, il lui pose problème. Plus les lianes prennent de la hauteur, plus elles deviennent lourdes. À partir de début août, lorsque les cônes se forment, ce phénomène s'accentue de plus belle. Le poids des lianes combiné à l'effet de la pluie et du vent crée une surcharge pouvant provoquer la rupture du fil tuteur. Cette rupture entraîne la chute des lianes et il faut les remonter avant que les cônes ne commencent à moisir. Grâce à une perche équipée d'un noueur, les plants sont remontés un à un. Un bout de ficelle est rattaché à l'extrémité de la liane puis installé sur le noueur. Sous l'action d'une corde, le noueur monte jusqu'au câble et une patte bute dans ce dernier, entraînant le basculant du noueur. Le nœud est fait, la liane est remontée. Cette opération ne prend que 2 minutes par plant mais est d'autant difficile physiquement que les lianes sont lourdes. Certaines années, de très gros orages peuvent faire de très gros dégâts. Dans les pires cas, l'échafaudage entier se retrouve au sol, comme ici, après un violent orage survenu en juillet. Dans ces cas extrêmes, la tâche de démêlement et de remontage de la structure démotive les houblonniers. Souvent même beaucoup plus que le fait d'avoir perdu la récolte. Heureusement, ces phénomènes restent assez rares. Nous sommes à la mi-août, les cônes sont formés et commencent à mûrir. Pour suivre l'évolution de cette maturité et établir un ordre de récolte prévisionnel, il est nécessaire de prélever des échantillons de cônes de chaque variété pour en analyser la matière sèche. Il s'agit de la matière résiduelle lorsque toute l'eau a été sortie des cônes. Les échantillons sont pesés en verre, passés dans une étuve à 110 degrés Celsius pendant 24 heures puis repesés en sec. Le poids restant correspond donc à cette fameuse matière sèche qui, lorsqu'elle atteint 22%, signifie que le houblon est mûr, prêt à être récolté. Ça y est. Nous sommes tout début septembre, la récolte commence. C'est la période la plus intensive de l'année. En effet, le houblon a une période de maturité de 2 à 3 semaines seulement. Toute la journée de 6 h du matin à 18 h du soir, c'est un balai incessant de remorques chargées au ras-bord de belles lianes vertes, entre les houblonnières et la ferme. Les lianes sont entièrement arrachées et exportées du champ. Pour ce faire, une arracheuse montée sur un tracteur vient couper le bas des lianes à environ 30 cm du sol.
Une chaîne transporteuse conduit ces dernières à l'arrière de la machine où elles se retrouvent coincées entre une grande roue et une courroie en caoutchouc. Du fait que le tracteur continue sans cesse d'avancer et de couper de nouvelles lianes, celles coincées finissent par se tendre, provoquant la rupture du fil tuteur au niveau du câble. Les lianes tombent ensuite par simple gravité, s'allongeant les unes sur les autres dans une remorque spécialement conçue pour les recevoir. Un chargement compte en moyenne 180 lianes. Les remorques pleines sont ensuite ramenées à la ferme pour être déchargées au sol pour l'étape suivante. Une fois déchargées devant cette imposante machine qu'est la cueilleuse, les lianes sont reprises une par des travailleurs occasionnels et introduites dans les deux bras d'alimentation de la machine. La cadence de travail est élevée. La machine ne traite pas moins de 700 lianes de houblon par heure. Placées dans la tête d'accrochage, les lianes se retrouvent attrapées dans une chaîne et tirées hors du tas. Suspendues dans le vide, elles sont ensuite placées à l'horizontale pour la phase de cueillette principale. Des éléments cueilleurs composés de lattes métalliques équipées de doigts cueilleurs flexibles sont chargés de cueillir les précieux cônes. Mais une partie des feuilles et tiges sont aussi prélevées. Certaines tiges sont parfois aussi arrachées sans avoir eu le temps d'être cueillies. Un tamis convoyeur les achemine vers un système de cueillette complémentaire. Les lianes cueillies quant à elles sont ensuite hachées en fragments d'environ 1 cm et soufflées vers l'extérieur du bâtiment, tout comme les autres déchets de récolte et seront compostés pour être répandus dans les houblonnières. Pour récupérer les cônes de houblon sans impureté, un triage est nécessaire. La partie basse de la machine est chargée de cette minutieuse tâche. Un premier système de convoyeur grillagé disposé verticalement et équipé de 2 ventilateurs permet de retenir les feuilles par phénomène d'aspiration. Pour éliminer les fragments de tiges restants, un système de tapis roulant incliné permet aux cônes de rouler vers le point bas, tandis que les autres éléments y restent accrochés. Ces tiges et feuilles, tout comme les lianes hachées, rejoignent la soufflerie. De ce fait, à la sortie de la machine, il y a d'un côté les déchets verts et de l'autre les cônes de houblon propres et sans impureté. Les bandes transporteuses conduisent ensuite ce précieux or vert jusqu'au silo vert, un silo tampon permettant d'alimenter le séchoir. Dès lors que la quantité est suffisante, le houblon est monté dans le séchoir. Le séchoir est une tour avec 4 étages de clés basculantes. Le houblon est chargé à l'étage supérieur et est descendu d'un étage en moyenne toutes les heures. De cette façon, un nouveau chargement peut être fait toutes les heures, alors que le temps moyen de séchage est de 4 heures, soit donc 1 heure par niveau.
mais cela dépend des conditions climatiques du moment, de la variété, etc. Au rez-de-chaussée est placée la chaudière qui souffle de l'air chaud à environ 65 degrés Celsius à travers les étages. Le niveau inférieur est en fait un grand tiroir permettant de récupérer le houblon sec et de s'assurer que celui-ci l'est correctement. S'il ne l'est pas, le tiroir est remis au chaud pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le niveau de séchage requis soit atteint. Rappelez-vous, la matière sèche de départ de notre houblon était de 22%, cela signifie donc que le taux d'humidité était de 78%. En sortie de séchoir, on vise un objectif de 9% d'humidité, soit une baisse de 69% en l'espace de 4 heures. Le houblon séché est ensuite déversé à chaud sur une aire d'attente, où il doit refroidir avant de pouvoir être transporté dans les boxes de stockage. Ce refroidissement est nécessaire pour éviter son effeuillement. Le transport aux boxes de stockage s'effectue par une succession de bandes transporteuses. Ces boxes en bois sont équipées d'un convoyeur perforé, permettant de laisser passer un léger courant d'air généré par une ventilation. C'est ce courant d'air qui va permettre de légèrement réhumidifier le houblon, pour le ramener autour de 10 à 11% d'humidité, valeur à laquelle le produit est stabilisé. Le séjour dans les boxes de stockage est en moyenne d'1 à 2 jours. Lorsque ce pourcentage d'humidité est atteint, c'est la dernière étape de la récolte, l'ensachage. Pour être livré à la coopérative, le houblon est pressé dans des ballots de forme rectangulaire, facilitant sa manutention et réduisant son volume, le houblon étant un produit extrêmement léger. Ces ballots d'environ 60 kg chacun sont ensuite livrés à la coopérative qui est chargée de la transformation et de la revente de la marchandise. Alors qu'à la ferme la récolte bat son plein, le travail dans les champs continue. Après avoir arraché les lianes de la houblonnière, les nœuds et des restes de houblon peuvent parfois ne pas se décrocher, restant suspendus au câble. Une équipe de saisonniers repasse dans toute la houblonnière avec une nacelle pour tout enlever et rendre l'échafaudage aussi propre que s'il était neuf. Cela améliore le confort de travail pour la pose des fils de la prochaine saison et réduit le risque d'hivernage des maladies fongiques sur les restes de houblon. Lorsque les lianes sont détendues, l'arracheuse ne parvient pas à les couper à la bonne distance du sol. Cela laisse donc par endroits des longues sections de lianes qu'il faut couper afin qu'elles ne s'enroulent pas dans les outils lors de la saison suivante. Ces sections de lianes, aussi appelées sarments, sont ensuite regroupées au pied de chaque poteau, puis ramassées et exportées de la parcelle. Avant l'arrivée de l'hiver, il faut anticiper la taille de la prochaine campagne. Pour cela, il est nécessaire pour le bon passage de la tailleuse, d'enlever la terre de part et d'autre de la butte, afin de réduire sa largeur.
Cette opération est réalisée à l'aide d'un disque attelé sur le côté droit du tracteur. Ainsi, la visibilité est meilleure et le travail plus précis, car il ne faut pas passer le disque sur les plans mais au plus proche. On profite aussi de l'hiver pour effectuer tous les travaux d'arrachage et de renouvellement des plantations. L'arrachage nécessite également un équipement spécial. Une dessoucheuse équipée de 2 grosses vis sans fin remonte les souches de houblon à la surface du sol. Là, un râteau-soleil les ramasse et les rejette en ligne. Ce soleil permet au passage d'enlever le plus gros de la terre accrochée, facilitant le ramassage des souches qui doivent impérativement être exportées pour éviter toute repousse. Ceci est d'autant plus important si la variété replantée ensuite n'est pas la même. Pour la plantation, après avoir bien travaillé le sol et jalonné les rangs, un sillon est ouvert. Dans ce sillon sont placés des piquets en bambou, repérant chaque futur plant. Un tracteur avec une remorque transporte les plants dans la parcelle. Une personne est chargée de les sortir de leur pot et de les placer derrière chaque piquet bambou. Dans le sillon, 2 à 3 personnes sont chargées de la plantation à proprement dite. C'est-à-dire qu'ils positionnent le plant correctement derrière le piquet, le recouvrent de terre fine et rappuient le tout pour maximiser le contact plant-sol. Après la plantation, un outil de travail du sol est passé pour refermer les sillons et égaliser l'interrang. Ces jeunes plantations mettront 2 ans avant de pouvoir donner une pleine production. Il est d'ailleurs fortement recommandé de ne pas les récolter la première année. Cela permet à la plante de faire un cycle complet, la sève redescend dans la souche maximisant les réserves pour la saison suivante. Lorsque ces jeunes lianes sont complètement desséchées, elles sont coupées à leur base, décrochées de l'échafaudage et exportées de la parcelle. C'est durant l'hiver que s'effectuent tous les travaux d'entretien du matériel et de la houblonnière. Réparer les poteaux cassés ou pourris, retendre les câbles porteurs et câbles d'ancrage détendus, remettre les crampions manquants, tous ces travaux ne peuvent être effectués qu'entre 2 saisons, lorsque la houblonnière est vide. Et à peine tous ces travaux réalisés, que le printemps pointe à nouveau le bout de son nez. Les premiers rejets ressurgissent de terre, annonciateurs d'une nouvelle saison qui démarre, et l'histoire recommence.